Salut à toutes et à tous. J'imagine que vous me reconnaissez, c'est le Homera. Je suis bien content de vous retrouver pour une première. Ça va être un podcast. Euh, pour revenir un peu sur l'idée derrière ce podcast, j'avais fait un fourre-tout il y a quelques mois où j'expliquais que ça allait être compliqué pour moi de pouvoir rédiger des articles de la même manière que je faisais en 2021, où j'écrivais quasiment des articles hebdomadaires sur ce qui se passe dans l'actu de la NCAA baseball. Et j'avais pourquoi pas émis l'idée de pouvoir revenir de temps en temps via des podcasts sur ce qu'il se passe. Pourquoi des podcasts? Tout simplement parce que comme je le disais à l'époque et je le réitère, c'est plus facile de parler et d'enchaîner au niveau de la parole plutôt que d'écrire en fait. Déjà, il y a un petit gain de temps à ce niveau-là. Et autre chose, les articles vont plutôt du coup se focus sur peut-être des dossiers, peut-être des retours plus précis, par exemple sur des profils de draft, ce genre de choses. Donc vous inquiétez pas, il y aura toujours des articles sur lehomra.com, mais par contre, voilà, je sais que le rythme allait être compliqué à tenir de par notamment mes obligations professionnelles et puis voilà, un podcast ça peut être sympa pour pouvoir de manière un peu plus dynamique expliquer ou en tout cas résumer ce qui se passe en ce moment en collège baseball, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Là on a dépassé la moitié de saison en ce qui concerne la saison régulière, et donc il y a eu déjà pas mal de matchs de calendrier de conférences, et du coup on va revenir tranquillement dans ce premier épisode sur voilà, faire une sorte d'overview de ce qui s'est passé, de quelles ont été par exemple mes surprises, quelles ont été mes déceptions, qu'est-ce que j'ai vu d'assez notable de manière générale pour l'instant, et après on refera peut-être des épisodes de ci et de là qui vont se concentrer vraiment sur les conférences, peut-être par conférence. Mais voilà, du coup, bien content encore une fois d'être là, prenez place tranquillement et puis on va y aller tranquille. Allez, c'est parti. Eh bien, on va y aller tranquillement. Juste avant de vraiment commencer, je le rappelle, la compétition a plus de 300 universités. Donc il est vrai qu'il est fort compliqué, surtout pour une seule personne, de pouvoir suivre tout à fond. Et donc voilà, je vais donner plutôt mon ressenti sur ce que j'ai vu, ce que je lis aussi, de par les articles que je peux lire, notamment sur d1baseball.com. C'est un site d'ailleurs que je recommande pour ceux qui ont voilà, les moyens d'investir un peu, puisque c'est un site payant en fait. Mais vu que en fait c'est eux qui sont pris en tant que officiels quand il s'agit du top 25 notamment de saison régulière, et ils font partie des gens à même de pouvoir mettre en place, ou en tout cas de pouvoir élire les équipes qui iront au final donc dans le Field of 64, c'est-à-dire qui iront au niveau du tournoi national en juin. Donc, ceci étant dit, on peut commencer par dire que, encore une fois, on a une très très belle saison de baseball universitaire. Alors, première chose que j'ai pu remarquer, c'est un peu similaire de ce qu'on peut voir notamment en MLB avec les changements de règles. Le changement de règles, notamment sur le pitch clock, est également mis en place au niveau collège, donc au niveau universitaire. Et si on a vu des approximations sur les deux-trois premières semaines, je trouve que ça va quand même mieux. Ça fluidifie pas mal le match, enfin les matchs en général, donc c'est plutôt intéressant. Par contre, c'est vrai qu'il y a au niveau individuel beaucoup de problèmes, notamment pour les lanceurs. Peut-être comme j'émettais cette hypothèse il y a un certain moment, je pense que c'était via des tweets, mais le fait qu'on a ici des lanceurs qui sont plutôt inexpérimentés, pardon, qui ne sont pas encore pros, qui n'ont pas encore cette habitude professionnelle, et qui se retrouvent du jour au lendemain à devoir non seulement gérer déjà à leur lancer de base, mais en plus de ça gérer la clock, etc., etc. Ça peut amener à pas mal de problèmes de lancer, soit des lancers trop simples en fait à aller frapper pour les frappeurs tout simplement en université, des frappeurs qui réussissent des performances exceptionnelles cette année, avec notamment des home runs en veux-tu en voilà, des vélocités, voilà, une vitesse de frappe, on va dire, vous savez, on appelle ça le exit velocity, c'est-à-dire que quand le lanceur lance la balle et que le frappeur arrive à la contacter et renvoie en fait par la puissance du lancer plus sa propre puissance, renvoie une balle en fait, voilà, encore on va dire plus puissante, avec cette fameuse vélocité de sortie, si on veut traduire ça mot pour mot. Et bien là on s'est retrouvé avec des exploits, notamment des choses qu'on ne voit même pas si souvent que ça en MLB. Donc ça ajoute du spectacle, ça ajoute des records quelque part. Maintenant la question c'est, est-ce que ça dénature le jeu universitaire?
Bon, bien sûr, je vais pas. Ça peut être un grand débat, mais je vais pas, voilà, rentrer dans un gros débat, mais je vais dire que pour moi, c'est plutôt positif. Je vois pas la dénaturation, c'est peut-être pas très français ce que je dis. J'entends par là que, au final, comme je l'ai dit au départ, il y a quand même réussi à avoir une certaine adaptation. Il y a toujours ce côté un peu thrilling. Comment je peux dire ça? Voilà, je perds toujours mes mots en français, mais ce côté même excitant, propre au collège baseball, puisque un match de collège baseball, il se passe toujours énormément de choses, de par le fait, encore une fois, qu'on n'a pas des professionnels aguerris, et donc que ce soit au niveau des erreurs, que ce soit au niveau des choix, que ce soit au niveau euh, des wild pitch, etc., etc. Donc il y a plein de manières de scorer, c'est très dynamique, il y a très peu de petits scores, hein. On considère d'ailleurs des petits scores quand il y a par exemple un 5-4 peut être un petit score au collège baseball, si vous voulez avoir un ordre d'idée. Et donc voilà, plutôt satisfait cette mi-saison jusque-là, euh, avec ces changements de règles. On a vu bah, du coup des choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Notamment, là je vais rentrer 2 secondes sur un aspect individuel, c'est-à-dire qu'on le sait, ces jeunes-là ont du potentiel et sont amenés au fur et à mesure bah, à montrer et démontrer des choses vis-à-vis de la draft notamment, hein. Et on a forcément, avant ce début de saison, on avait donc un classement des top prospects. J'ai envie de me focaliser rapidement sur 2 lanceurs. Donc jusqu'ici, encore une fois, hein, c'est vraiment une analyse sur ce qui se passe en ce moment, sur cette saison. Mais donc voilà, je voulais faire un parallèle entre Chase Dollander, donc le lanceur, l'ace, on va dire, de Tennessee, qui est supposé en pré-saison comme étant le meilleur lanceur de la QV en termes de lanceur universitaire, et on va dire quelque part son dauphin en pré-saison encore une fois, Paul Skeens qui avait impressionné sur ses premières saisons à Air Force, et qui là a rejoint la belle Albion, voilà, Louisiana State, hein, LSU, qui est devenue voilà, une équipe de superstars limite au niveau college baseball. Et on a l'impression que cette tendance a complètement changé, c'est-à-dire que Paul Skeens a pris vraiment la place de Chase Dollander qui a montré certes des choses intéressantes au niveau de certains aspects du lancer, mais qui, on va dire au général, au global, bah, déçoit un peu, hein. On va dire que d'ailleurs c'est une constante au niveau des lanceurs de Tennessee, puisque si Drew Beam, qui est le troisième en fait lanceur starter, c'est-à-dire le lanceur du dimanche, comme on les appelle en université, bah, montre quand même de belles choses, et du coup paraît comme étant l'ace limite hein, de cet effectif, bah, les 2 gros talents, les 2 gros prospects, que ce soit Chase Dollander pour cette année 2023 ou encore, et pire, Chase Burns pour l'année prochaine, bah, montrent vraiment beaucoup de difficultés. Je me rappelle d'ailleurs avant l'entrée dans le week-end, c'est le week-end à peu près du 14 avril hein, au moment où j'enregistre, euh, avant d'entrer dans ce week-end-là, il y avait une stat assez effrayante, c'est que Chase Burns dans les matchs de conférence, c'est-à-dire les matchs SEC, avait un ERA de 11. Donc rendez-vous compte voilà, de la difficulté de cette année de Chase Burns. Chase Dollander s'en sort quand même mieux, mais c'est pas fameux, c'est pas exceptionnel par rapport à ce qu'il nous a habitués bien entendu. Il me fait presque, enfin à un moment j'avais presque pensé que limite Harrison Waldrep, qui est d'ailleurs un très très bon lanceur, bah, était le vrai second meilleur lanceur en termes de prospect draft. Bien sûr il y a Rhett Lawler côté Wake Forest qui est aussi un énorme lanceur. Mais vraiment Chase Dollander voilà, déçoit sur ce début de saison, donc voilà, on va dire que c'était une petite parenthèse pitching, mais de toute façon j'aurai le temps de revenir hein, voilà, dans différents épisodes un peu plus en détail hein, sur ce qui m'a plu et pas plu sur chaque joueur, notamment vis-à-vis de la draft, en vue de la draft. Je pense d'ailleurs que je ferai peut-être un article un peu plus prononcé sur la draft, et puis peut-être pour, via The Strikeout, peut-être une sorte d'édit, une sorte d'update, on va dire, de l'article que j'avais sorti, je pense que c'était en janvier ou février de cette année, toujours sur ce top 10 de draft. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à me donner vos propres top, par exemple draft, ou ce que vous pensez des prospects. Je sais qu'il y a quelques personnes qui suivent le college baseball de manière assez assidue maintenant, donc n'hésitez pas à échanger. Les réseaux sont là pour ça, et d'ailleurs, je profite pour rappeler mes réseaux, hein. Voilà, je fais une petite pause en plein milieu de podcast, je sais pas si c'est super bien au niveau marketing, mais profitons-en. Donc, le Homera, Lehomera, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc sur Twitter, sur Facebook, Instagram, TikTok même maintenant,
je tente l'expérience, bien sûr sur YouTube où je fais pas mal de vidéos beaucoup plus sport et société, donc n'hésitez pas à suivre tout ça, et donc j'ai aussi également un site internet qui est beaucoup plus focalisé sur le college baseball, même si maintenant, à partir d'aujourd'hui, il y a un podcast dans les bacs, donc le site c'est lehomera.com. Donc voilà, j'ai fait un petit retour focalisé sur les pitchers. On va essayer d'ordonner un peu tout ça et de repartir sur des choses un peu plus génériques, notamment en termes d'équipe. On va faire une petite pause musicale juste avant. Après ce petit intermède, cette petite interlude musicale, tout d'abord ce qu'on va faire, c'est on va s'intéresser aux équipes qui étaient projetées dans le top 25. Donc le top 25, je le rappelle, c'est le top sélectionné par le comité, donc là c'est les journalistes de D1 Baseball, des meilleures équipes, donc des 25 meilleures équipes de la nation. Donc ce top, c'était le top de pré-saison, c'est-à-dire le top avant que la saison commence. On va rappeler rapidement ce top et ensuite on va regarder en fait comment ça se passe au niveau de ces équipes-là principalement pour ce premier podcast, et on va finir ensuite par parler de quelques surprises qui les ont peut-être remplacées ou qui sont peut-être en train de montrer des choses que certaines équipes de ce top de pré-saison n'ont pas réussi à montrer jusque-là. Donc dans ce top, et on se rappelle, ça avait fait sens, mais ça avait fait notamment parler pas mal de gens vis-à-vis de ce qu'ils ont réussi à faire, notamment en termes de transfert comme en termes de recrutement de classes, vous savez, les classes lycéennes en fait. Donc pour rappeler rapidement le système universitaire, les meilleurs lycéens du pays, reçoivent des sollicitations des meilleures universités, tout simplement, et ensuite choisissent une université parmi une autre. Avec tous les choix des différents universitaires, on se retrouve à parler de classes de freshmen ou de classes de première année, et souvent on les range, parce que vous savez, on aime bien ranker un peu tout, notamment aux États-Unis, et donc on les rank, et donc il faut savoir que LSU, c'est bien sûr l'équipe dont je parle maintenant, était première du pré-saison top 25, donc côté D1 Baseball, mais voilà, je pense que ça faisait quand même consensus de par tous les médias en fait spécialisés college baseball, et ce pourquoi, puisqu'ils étaient déjà avec une équipe qui était assez solide, ils venaient de perdre peut-être des Jacob Berry qui s'est fait drafter, mais par contre ils avaient quand même un noyau assez dur, avec notamment la star que tout le monde attend, le numéro 1 prospect en fait de cette saison, pour tout ce qui concerne la MLB, c'est bien sûr Dylan Cruz. Au-delà de ça, des joueurs comme Trey Morgan, notamment, des lanceurs aussi qui sont arrivés de par les transferts. On va reparler d'un, on en a déjà parlé un peu auparavant, c'est Paul Skeens, mais on va reparler de lui au fur et à mesure des podcasts, j'en suis sûr. Thatcher Hurd aussi, un autre transfuge, lui du côté du UCLA, qui est venu également renforcer, on va dire, le pitching staff de LSU. Et donc au niveau des freshmen, par exemple Paxton Kling, notamment pour citer un des gros prospects lycéens arrivés à l'université et donc qui est arrivé aussi à LSU, on se retrouve avec une équipe, une sorte de grand méchant comme on dit dans le jargon, c'est ce côté un peu super team avec des superstars entre guillemets, on parle de superstars au niveau bien sûr universitaire, je le rappelle, ça ne veut pas dire que ces joueurs-là vont forcément avoir des grosses carrières professionnelles, qu'on s'entende bien. Mais au niveau universitaire, ils étaient attendus pour la plupart, ils n'ont pas déçu, ou au contraire, ils ont même montré plus de choses. Et donc LSU faisait vraiment figure de grands favoris en pré-saison, ils étaient donc premiers. Ils étaient suivis par une équipe qui avait fait un grand bruit la saison dernière, c'était Tennessee, auteur d'une saison régulière historique, notamment en étant quasiment invincible en saison régulière, réussissant à remporter non seulement le championnat, donc la saison régulière de SEC, qui est d'ailleurs la conférence la plus relevée du pays. Et en plus de ça, ils se sont quand même permis notamment de remporter ensuite le tournoi SEC. Il faut savoir que la saison régulière est très importante, mais pour notamment réussir à intégrer le tournoi national de fin de saison, il faut, et en tout cas c'est la façon la plus facile entre guillemets, il faut remporter le tournoi de sa conférence. En remportant le tournoi de sa conférence, on a ce qu'on appelle un bid automatique, c'est-à-dire une présence automatique. On n'a pas besoin du coup d'être parmi les 30 meilleures équipes qui sont rankées, dont celles qui font partie du top 25, plus 5 ou 6 autres après celle-ci. Tennessee donc, revenons-en, ils avaient fait une grosse saison régulière, ils étaient partis pour aller jusqu'à Omaha, ils ont été notamment, ils se sont bien fait avoir par, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'était Notre-Dame qui les avait eu la saison dernière, avec une belle surprise de la part d'une équipe de Notre-Dame très 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 solide sur les deux saisons, deux saisons précédentes.
Après Tennessee, donc on attendait beaucoup cette saison avec notamment Chase Hollander, hein, dont j'ai parlé un peu auparavant. On avait une équipe de Stanford qui a réussi à 2 voyages consécutifs à Omaha. Hein, Stanford qui est une fac réputée historique, hein, au niveau college baseball, qui a notamment remporté un titre, hein, le dernier. Enfin, ils en avaient remporté 2 si je dis pas de bêtises, dont le dernier c'était en 88. Je pense qu'ils avaient fait un back-to-back. Hein. Voilà. Vous savez maintenant que c'est un podcast et que c'est vraiment un podcast en mode free flow parce que je vous donne des informations de ci et de là, et d'ailleurs c'est des trucs que je vais vérifier parce que j'ai même pas allumé mon internet en face de moi, parce que je devrais faire peut-être pour les prochains podcasts. Mais bref, Stanford, équipe référencée, 2 trips à Omaha de suite, donc voilà, ils étaient 3e à l'entrée de cette saison. On avait ensuite le champion sortant, hein, Ole Miss, hein, 4e, toujours avec voilà, on va dire un line-up quand même toujours assez costaud, avec des belles additions, un freshman aussi au niveau des lanceurs qui était très intriguant et à suivre. Donc voilà, Ole Miss qui était bien placé dans ce top 25 de pré-saison. On se retrouvait ensuite avec la belle surprise de la saison dernière, c'était Texas A&M. Texas A&M qui avait fait une saison 2021 très compliquée, qui a changé d'entraîneur avec l'historique de TCU, Jim Schlossnagle. Donc c'est très difficile à écrire et à épeler, mais à le dire, apparemment c'est pas si difficile que ça. Jim Schlossnagle. Je vous invite à aller voir comment on écrit son nom. Et donc Texas A&M avait réussi une très très belle saison, malgré un pitching, on va dire, moyen. Mais par contre, ils avaient une force de frappe au bout d'un moment, à partir de la mi-saison, et ce jusqu'à Omaha, hein, parce qu'ils sont aussi allés jusqu'à Omaha, une attaque vraiment incandescente. Venait ensuite Wake Forest qui avait retrouvé la post-season et qui avait fait une très belle saison la saison dernière, hein, qui s'en était sorti pour aller jusqu'aux Regionals notamment, et qui espérait cette saison arriver vraiment à maturité avec des joueurs qu'on attend assez haut à la draft. Hein. J'ai parlé de Rhett Lauder, mais il y a aussi Brock Wilken, pour ne citer que. Donc eux étaient 6e. On retrouvait en 7e position Florida de Wyatt Langford, l'un des plus grands prospects, l'un des meilleurs prospects normalement projetés pour la prochaine draft. Arkansas arrivait en 8e position, Arkansas qui, après une saison 2021 exceptionnelle, un peu à l'image de Tennessee pour la saison 2022, a réussi en fait à aller encore plus loin la saison dernière, malgré une saison régulière un peu en deçà de la saison précédente, mais bon, c'était tout à fait normal. Ils sont allés également du côté d'Omaha. Cette année, ils étaient donc projetés en 8e position. On retrouvait en 9e position Oklahoma State, qui est une équipe qui, à chaque fois, c'est une équipe solide déjà, même historiquement, c'est une des meilleures équipes du pays, hein, déjà titrée au niveau universitaire dans le passé. Et c'est une équipe qui souvent est bien rankée, puisqu'on retrouve des joueurs assez solides, des joueurs qu'on retrouve souvent dans des tops de draft, hein, mais qui au final, depuis quelques années, je vais pas dire déçoit, parce que le college baseball, encore une fois, c'est une compétition très 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 compliquée, très 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 homogène, et il y a beaucoup de monde au portillon pour pouvoir aller jusqu'à Omaha. Mais malgré tout, on pouvait attendre peut-être un peu mieux, même s'ils avaient fait quand même un beau tournoi la saison dernière. Je suis peut-être un peu dur, ils s'étaient bien débrouillés la saison dernière, mais c'est vrai qu'on attend toujours un peu plus d'Oklahoma State, et donc là, ils étaient rankés 9e au départ, hein, de la saison. Venait ensuite en 10e position Vanderbilt qui est une fac réputée surtout depuis le début des années 2010. C'est une fac qui notamment fournit la MLB en pas mal de lanceurs de grands talents. Les derniers en date qui sont là en ce moment dans le système des Rangers, donc je pense bien sûr à Kumar Rocker et à Jack Leiter, mais il faut se rappeler aussi que par exemple Walker Buehler des Dodgers sort de cette fac par exemple, hein, pour ne citer que lui, hein, il y en a pas mal. En 11e position, on retrouvait notre première équipe des Mid-Majors. Donc je rappelle, les Mid-Majors, c'est les équipes qui ne font pas partie des plus grandes conférences du pays. Donc normalement, on appelle ces 5 grandes conférences Power 5. Même si en baseball, la Big Ten n'est pas vraiment une powerhouse, dans le sens où il y a des conférences qui historiquement sont mieux classées que la Big Ten. On a bien la cité dans le Power 5 même en baseball malgré cela, puisque c'est quand même une conférence avec pas mal de moyens et qui met quand même certains moyens en college baseball, mais encore une fois de manière historique, c'est pas dans l'ordre qu'on trouve les meilleures facs de baseball, hein. J'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos ou dans d'autres articles, et donc on retrouve East Carolina qui est souvent très très bien classée, qui est une très bonne fac, une fac très réputée au niveau baseball, qui se retrouve toujours avec des bons prospects au niveau notamment du pitching. En 12e position, on avait donc North Carolina qui était quelque part un peu sur
sur l'avancée un peu de la saison dernière. C'est-à-dire que depuis 2 saisons, on va dire 2, 3 saisons, North Carolina est peut-être pas attendu aussi haut, même si cette année-là, du coup, pour l'instant, pour le coup, ils étaient attendus assez haut. Mais ils ont réussi à construire quelque chose, malgré bien sûr des départs, comme beaucoup de facs, hein, notamment. C'est la vie de l'université, hein, vous savez, on ne peut pas rester toute sa vie à la fac. Ils ont notamment une star en devenir avec Vance Honeycutt. Ils ont perdu, c'est vrai, Andrel Zarate, mais malgré tout, ils ont toujours une équipe assez solide. En 13e position, on avait donc Maryland. Non, je suis bien content, un petit coucou pour Maryland, parce que j'habite pas très loin d'eux et j'étais notamment allé voir les Regionals qui avaient lieu chez eux. Ils avaient fait une énorme saison la saison dernière. Malheureusement, un peu de frustration, parce qu'ils étaient sortis dès leur propre Regionals, donc euh, ils étaient face à Yukon, Wake Forest dont j'ai parlé un peu auparavant, et donc LIU, Long Island, et ils s'étaient fait sortir. En 14e position, on avait Virginia Tech. Virginia Tech qui venait de perdre quand même Gavin Cross, qui était un un très fort joueur, l'outfielder qui a été drafté donc. Et donc on est un peu à l'après Gavin Cross pour cette saison, mais qui était quand même bien noté et bien ranké. En 15e position, on avait donc TCU, une powerhouse de Big 12, hein, assez réputée, qui se débrouille toujours assez bien dans sa conférence, qui arrive régulièrement à atteindre le tournoi national de fin de saison. Et donc on les attendait quand même assez haut, puisqu'on les retrouvait en 15e position de ce tournoi, enfin, pardon, de ce top de pré-saison. Venait ensuite Louisville qui avait un peu déçu sur l'année 2021, qui avait pas mal rebondi la saison dernière, et qui donc là, avec pas mal d'ajouts intéressants, notamment dans leur classe de freshmen, se retrouvait quand même à un carrefour. C'est-à-dire que on peut peut-être s'imaginer qu'une fac comme Louisville peut même aller taquiner le top 10 à l'orée de la saison, mais on peut aussi s'imaginer qu'il peut y avoir des meilleures équipes qu'eux. Donc c'était un peu le croisement. Est-ce que la Mayonnaise allait prendre avec le départ de pas mal de cadres et l'arrivée de 109, de 100 frais. Mais voilà, en tout cas, ils étaient quand même classés 16e position à l'orée de la saison. En 17e venait UCLA qui est toujours une fac réputée, une bonne fac de Pac-12. Historiquement, c'est peut-être pas la meilleure en termes de baseball, mais c'est une fac réputée encore une fois. En 18e position, pardon, on avait donc notre deuxième équipe des mid-majors. Donc là, je parle de Southern Miss qui a fait le pari de changer de conférence, puisqu'ils avaient dominé donc la conférence USA, un programme très solide, et ils se sont dit pourquoi pas aller dans l'une des plus grosses conférences du pays, qui n'est pas dans le Power 5, c'est vrai, mais qui est quand même une conférence réputée, bien mentionnée assez souvent, c'est la Sun Belt. Donc ils se retrouvent dans une Sun Belt déjà très chargée en talent. On se rappelle que Coastal Carolina, j'ai bien donné cet exemple, a quand même remporté le titre il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça devait être en 2016. Et donc bref, ils ont donc quitté leur conférence USA pour se retrouver dans une conférence qui peut paraître compliquée au demeurant, avec des Louisiana, donc South Carolina dont j'ai parlé, avec des Troy, South Alabama, etc. Il y a beaucoup de belles équipes dans cette conférence. Mais c'est 18e en cette pré-saison. Derrière eux, on retrouvait donc UV, Virginia de Jake Geloff, dont on attendait beaucoup, et on va voir qu'il n'a pas forcément déçu. En 20e position, on retrouvait donc une autre fac SEC. Vous l'aurez donc remarqué qu'il y avait pas mal de fac SEC, puisqu'on retrouvait Alabama. Alabama qui avait un peu raté le coche la saison dernière, pour pouvoir vraiment montrer de quoi ils étaient capables. En 21e position, on avait donc la grande perdante du Omaha 2021, c'était NC State. NC State qui avait vraiment eu l'impression d'être un peu le chat noir, on va dire, ou même pire que ça, un peu le black sheep, dans le sens où, on se rappelle en 2021, ils étaient donc en route à vraiment tout casser sur leur chemin. Ils s'étaient retrouvés à Omaha, et malheureusement il y avait eu c'était vraiment en plein cœur de la crise Covid au final, quand on regarde bien, et donc ils ont eu la malchance d'avoir beaucoup de joueurs contaminés par le virus, et du coup ils ont dû jouer face à Vanderbilt. Alors, si je dis pas de bêtises, ils n'ont même pas joué, est-ce que je me rappelle bien? Là, vous voyez, là je me mets, c'est la preuve que c'est vraiment en direct, c'est vraiment en free flow, mais si je me rappelle bien, alors c'était soit ils avaient joué mais en étant diminués, soit carrément ils n'avaient pas joué, du coup on avait laissé passer Vanderbilt. Je me rappelle plus exactement,
honte à moi, mais je me rappelle en tout cas que il s'était retrouvé lésé, et du coup Vanderbilt était parti en finale de ses College World Series face à Mississippi State, et Mississippi State avait gagné, dans de belles finales d'ailleurs. En 22e position, on retrouve Miami qui est également une grosse fac, de manière historique, du college baseball, qui a remporté 4 titres notamment, et qui, voilà, avec Yo-Yo Morales et consorts, a une carte à jouer très clairement dans cette saison, et donc c'est bien pour ça qu'on les retrouvait quand même pas mal classés dans ce top pré-saison. En 23e position, on avait South Carolina qui sortait sur des saisons compliquées. La saison dernière, notamment, était une saison qui, au global, était négative. 27 victoires, 28 défaites. Mais qui a quand même du talent. De très très bons joueurs, notamment des bons freshmen. On pense notamment à un freshman en particulier, on en reparlera certainement dans les prochains podcasts. Mais voilà, ils étaient donc bien classés, parce qu'on voyait bien l'upside, c'est-à-dire le plafond qui pouvait être très très haut pour cette équipe. En 24e position, on avait Texas Tech. Texas Tech qui trouve toujours des solutions en fait. C'est une fac, même quand on les attend pas forcément. Par exemple, ils ont perdu récemment Jung, le petit frère de Jung. Donc ça doit être Jace Jung. Après Josh Jung, déjà lui dans les majors, déjà en MLB. Ils ont beau perdre des forts joueurs, comme bien sûr chaque fac encore une fois, à chaque fois ils nous retrouvent des nouveaux joueurs, ou en tout cas ils arrivent à faire de la continuité, ou avoir un joueur qui a une sorte de breakout year, et du coup on les retrouve souvent bien classés parce qu'on attend pas mal d'eux, notamment en Big 12, et donc ils étaient 24e, et enfin pour clôturer, pour finir ce top 25 de pré-saison, on avait Oregon qui voilà, était bien classé, puisque encore une fois ils ont un effectif quand même de très très bon niveau, notamment ils ont des lanceurs assez intéressants. C'est une fac qui a fort à faire dans quand même la Pac-12, qui n'est pas n'importe quelle conférence non plus, mais qui a trouvé quand même des concurrents qui se sont quelque part affaiblis de par la draft notamment, et qui a donc un fort coup à jouer, notamment c'est ce dont pensaient pas mal de personnes, de spécialistes, en cette pré-saison. Donc voici un récapitulatif du top 25 de ce début de saison, enfin avant que la saison commence. Et si par exemple on va voir que certaines équipes n'ont pas du tout déçu au niveau du top 25, qui ont même limite fait mieux, il y en a d'autres qui ont eu beaucoup plus de mal, et aussi c'est le jeu de la saison, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements dans les top 25, puisque chaque semaine un nouveau top 25 est mis en place, et souvent en fait ils vont regarder déjà la force du calendrier, ils vont regarder bien sûr le bilan sur la semaine, avec en priorité les séries qu'on appelle les séries du week-end, parce que les séries du week-end sont les séries importantes de la semaine. Des fois, dans certaines semaines, il y a des équipes qui ne rencontrent pas, qui ne mettent pas en place un calendrier de milieu de semaine, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de match de mi-semaine. Et donc on se réfère beaucoup, forcément, à ce fameux week-end, et c'est là où se retrouvent les 3 meilleurs lanceurs. Donc l'Ace, et puis ces deux suivants, on va dire. Donc bref, à la vue de ce top 25, il y avait des choses qui paraissaient vraiment fortement logiques. Il y a des équipes qui auraient pu être là, ou qui étaient voilà, vraiment au portillon, très très proche de ce top 25, et il y avait d'autres équipes qu'on n'attendait pas du tout, et qui pourtant, voilà, en ce milieu de saison, ont montré quand même pas mal de choses. Et c'est ce dont on va parler là dans cette dernière partie de ce premier podcast. Podcast assez décousu encore une fois, mais voilà, on y va, c'est parti. Je vais essayer de ne pas vous faire fuir dès maintenant, mais il faut savoir qu'avant d'entrer dans tout ça, il y a une métrique, une stat qu'on utilise beaucoup en sport universitaire, qui s'appelle le RPI, pour pouvoir notamment ranker de manière un peu plus objective, on va dire, les universités, puisque là, pour le coup, c'est quelque chose d'assez, on va dire, cadré. Il y a des critères spécifiques avec ce RPI. Donc RPI, en fait, c'est pour Rating Percentage Index. Et en fait, c'est juste en fait une manière de ranker des équipes basée sur tout simplement leur bilan d'une part, que ce soit le bilan complet comme leur bilan dans leur conférence, et qui va regarder ça et mettre en relation tout ça avec la force du calendrier. La force du calendrier, pour expliquer assez clairement, c'est tout simplement les équipes que vous rencontrez et quel est le niveau de ces équipes, comment elles sont rankées elles-mêmes. Pour vous donner une valeur d'exemple, mettons qu'on parle d'un match entre Kentucky, qui est donc une équipe de SEC,
et Campbell. Campbell qui est une grosse équipe, mais d'une conférence des mid-majors. Eh bien, il faut savoir que potentiellement, euh, une victoire de Kentucky par rapport sur cette équipe-là, dans ce niveau de RPI, va peut-être pas être aussi bien vu que bien sûr une victoire de Kentucky face à un LSU qui est la meilleure équipe voilà, de la SEC, qui est la meilleure conférence du pays. C'est juste un exemple, et j'ai pris Campbell un peu au hasard, parce qu'il faut savoir que Campbell doit avoir un très bon RPI d'ailleurs, puisque c'est une des meilleures facs en termes de bilan dans la nation. Mais bien sûr, tout ceci est à mettre en relation avec la conférence dans laquelle il joue, les adversaires qu'il rencontre, etc., etc. Donc voilà pour cette petite définition rapide du RPI. Et si j'ai parlé du RPI, c'est puisque je vais parler des équipes qui n'ont pas déçu vis-à-vis de ce RPI notamment, plutôt que de parler de celles qui n'ont pas déçu vis-à-vis du top 25 que l'on a après 8 à 9 semaines de compétition, parce qu'encore une fois, le top 25, c'est quelque chose lié à une sélection par un comité. Donc, tout dépend de ce que le comité voit en fait, tout simplement. Contrairement au RPI, encore une fois. Au final, on se retrouve avec voilà, quelque chose qui était assez cohérent en pré-saison, puisque quand on regarde bien le RPI, on va retrouver des équipes bien sûr comme LSU. LSU qui a le troisième rang en fait au niveau du RPI, hein, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils ont le troisième meilleur bilan quand on prend cette métrique en compte. On va retrouver Wake Forest, on va retrouver Arkansas, UVA, on va retrouver Vanderbilt, pour ne citer que, hein, j'aurais pu citer par exemple Florida, etc., etc. Ce qui montre que quelque part, on est en adéquation avec ce qu'on avait au départ. Donc sur ces équipes, je ne vais pas avoir grand-chose à dire, si ce n'est qu'elles confirment les espoirs placés en elles, montrent des belles choses. Je pense notamment à une équipe comme South Carolina qui était donc classée plutôt en fin de top 25 et qui pour le coup a le second meilleur rang en termes de RPI de la nation. Donc c'est des choses à prendre en compte. Mais moi je vais plutôt me baser un peu plus sur les équipes qui déçoivent quand on regarde le RPI. Et la première équipe qui vient en tête pour moi, c'est forcément Tennessee. Alors, j'en ai parlé un peu quand j'ai parlé de leur lanceur, hein, Chase Hollander, et que j'ai parlé également de Chase Burns pour le coup. Tennessee a une saison assez compliquée. Alors, compliquée vis-à-vis de ce qu'on attend d'eux, hein, bien sûr, parce que pour l'instant, jusque-là, ils ont toujours un bilan positif. Hein, ils ont 23 victoires et 13 défaites. Mais il faut savoir que dans leur conférence, c'est quand même assez compliqué. Dans leur conférence, ils doivent être en négatif au moment où j'enregistre. Donc il y a ça d'une part. Et d'autre part, si on regarde d'un peu plus près, on va dire leur match face à toutes les équipes du top 1, 25, donc du top 25, on va dire, basé sur le RPI, ils n'ont que 2 victoires pour 11 défaites, ce qui est assez inquiétant. Il y a plusieurs choses, en fait, on va dire, qui peuvent être liées à ça. Déjà, la force des adversaires, forcément, c'est déjà une chose à mettre en exergue pour voilà, quelque part un peu pondérer nos propos et se rendre compte que voilà, vous rencontrez des équipes de la meilleure conférence du pays. Vous êtes également, c'est vrai, normalement une équipe qui est censée être parmi les meilleures du pays, mais il n'y a rien de honteux non plus à perdre contre certaines équipes, comme par exemple là récemment ils ont perdu contre Arkansas, ils ont perdu contre LSU, mais ils se sont toujours plutôt battus, on va dire, donc il n'y a rien de d'étonnant, on va dire, là-dessus. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, si on regarde d'un peu plus près, c'est peut-être en fait des matchs qu'on espérait pour eux voilà, qu'ils puissent remporter, c'est face à des équipes qui sont plutôt classées entre la 51e et la 100e place. Donc ils n'ont fait que 2 rencontres contre ce genre d'équipe, mais ils ont perdu les 2 matchs. Et souvent, quand ils perdent ce genre de matchs, c'est souvent des matchs on appelle ça des midweek games, c'est-à-dire des matchs de milieu de semaine. Ce sont les fameux matchs dont je parlais qui ont moins de force, on va dire, que les matchs du week-end. Et les matchs du week-end sont principalement ceux sur quoi compte, notamment par exemple un baseball, mais on va dire les médias spécialisés baseball universitaire en général comptent principalement sur voilà, le bilan du week-end plutôt que sur le bilan de la mi-semaine, on va dire. Ce qui fait que d'un côté, ça a pu aussi aider Tennessee sous certains aspects, mais qui depuis le calendrier de conférence, donc depuis le début des matchs SEC, n'aide pas forcément non plus Tennessee. Tennessee était donc parti de la 2e position au niveau du top de pré-saison, donc en college baseball, et là maintenant, ils sont carrément en dehors de ce top 25 depuis justement cette semaine. Encore une fois, ça suit une nouvelle défaite de série, donc comme j'ai dit, là c'était face à Arkansas qui est une des meilleures équipes de la nation, donc
c'est toujours compliqué en fait de se dire que, bon bah voilà, Tennessee, ils ont un bilan négatif. Il va falloir surveiller vraiment ce qu'ils arrivent à faire parce que au bout d'un moment, leur éligibilité, en dehors bien sûr de gagner le tournoi de conférence, va commencer à être menacée avec un bilan de plus en plus négatif. Donc il va falloir redresser la barre. C'est un effectif de grande qualité qui a été quand même un peu chamboulé. Ils ont quand même perdu pas mal de vétérans qui se sont fait donc du coup drafter. Je pense notamment à Drew Gilbert pour ne citer que lui. Euh, qui ont dû aussi ramener pas mal de... Voilà, ils ont ramené des transferts, ils ont ramené des freshmen, donc il y a une mayonnaise à prendre, et puis il y a la déception des lanceurs, cette fameuse déception des lanceurs. Encore une fois, si on exceptait Drew Beam, les deux lanceurs qui sont censés être les fers de lance, sans mauvais jeu de mots, de Tennessee, sont en deçà de ce qu'on attendait d'eux. La saison dernière, ils marchaient sur tout le monde, en fait, hein, tout simplement. Euh, on le sait, Chase Hollander, il vient plutôt d'une fac et d'une conférence mid-major à la base. Il a juste fait des choses assez exceptionnelles. Il vient d'ailleurs de Southern Miss, si je me rappelle bien. Et Chase Brown, pour le coup, lui, c'est un prospect qu'on attend depuis longtemps, en fait, hein. Quelqu'un qui peut atteindre les 100 miles par heure au niveau du lancer dans un bon jour. C'est toujours des prospects assez excitants pour les scouts à ce niveau-là. Mais il y avait déjà des questions, et c'est logique et c'est normal vis-à-vis de ce qu'on appelle la commande. On va dire le contrôle, si vous voulez, au niveau de ces lancers. Parce que lancer fort, c'est bien, mais si on n'atteint pas la zone ou si on donne des lancers trop plein centre, etc., bah, au final, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Il faut savoir allier, donc bien sûr, la puissance, quand il s'agit de lancer avec puissance, à la précision, bien entendu. Donc Tennessee, voilà, c'est une équipe qui déçoit fortement. C'est pas la seule, bien entendu. Il y a une autre équipe, pour le coup, qui déçoit et qui, malheureusement, est en train de tomber un peu dans les oubliettes en ce moment, c'est Ole Miss. Les Rebels qui, au moment où j'enregistre, jouent contre Mississippi State dans une série qui sent le soufre, hein. C'est donc les deux derniers champions universitaires, hein, Mississippi State en 2021 et Ole Miss donc la saison dernière. Bah, c'est aussi une rivalité d'université, tout simplement, hein, on le sait bien. Et malheureusement, c'est une rivalité qui est un peu en bas de ce qui se passe en ce moment en SEC. Euh, pour rappeler un peu les classements au moment où j'enregistre, Ole Miss est dernier de la SEC West, donc la division Ouest. Euh, Ils ont donc là, au moment où j'enregistre, 2 victoires et 10 défaites. C'est assez compliqué. Mississippi State de son côté n'est pas beaucoup mieux, hein. Ils sont peut-être 2 places devant, donc toujours vers le fond de la conférence, enfin de la division déjà et de la conférence ensuite, avec un bilan négatif également. Et Ole Miss, c'est assez particulier puisqu'on les attendait forcément beaucoup plus haut, notamment en début de saison. Et pour vous donner encore une fois les exemples par rapport au RPI, pour Ole Miss c'est très compliqué. Actuellement, Ole Miss est ranké en fait 50e si on se base sur le RPI, ce qui est assez difficile pour une équipe de la SEC. Faut savoir notamment que face aux équipes du top 25, ils sont en négatif, ils sont à moins de 30% de victoire. Donc c'est très compliqué. Je vais être complètement transparent, j'ai pas encore vu, enfin si j'avais vu en début de saison Ole Miss jouer, d'ailleurs ça jouait plutôt très très bien. Il y a toujours des joueurs de grande qualité, je pense à Peyton Chatanier notamment, Jacob Gonzalez bien sûr, le gros prospect de la fac. Et malheureusement, on a l'impression qu'il y a une sorte de curse sur l'état du Mississippi, puisque la saison d'avant, donc comme je l'ai dit, Mississippi State, qui venait d'être champion, a eu une saison catastrophique, beaucoup de blessés, ils n'ont jamais réussi à rentrer dans leur saison. Cette année, Ole Miss avait quand même commencé de manière voilà, solide, hein, plutôt de belle manière, mais petit à petit a commencé à glisser. C'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué, et là en fait c'est vrai que déjà en 2022 ils n'avaient pas une forte saison ici en tout cas sur sa première partie de calendrier SEC, ça a été compliqué, puis d'un coup il y a eu un réveil et là ils ont tout pris sur leur passage. Ils sont revenus à un bilan bien plus acceptables pour pouvoir être sélectionnés déjà pour le tournoi national, et ensuite au tournoi national ils sont restés invaincus, hein, tout simplement, et ils ont décidé de mettre la raclée à tout le monde. Et c'est vrai qu'ils avaient là aussi des vétérans, je pense à Timelko qui était un peu voilà l'âme, et pour rester poli, l'âme, on va rester sur la main, restons polis, c'est un premier podcast, ça sert à rien de rentrer dans des choses plus compliquées, mais voilà, ils avaient des gros joueurs, des lanceurs super intéressants, je pense à Delucia notamment,
Et c'est vrai que cette année, c'est assez compliqué vraiment à expliquer. Euh, Encore une fois, depuis peut-être début mars, j'ai pas suivi une seule série de Ole Miss. J'ai peut-être vu des bouts de match par-ci par-là. Et en plus, les bouts de match que j'avais vus, ils s'en sortaient bien. Je pense que je les avais vus face à. Alors, est-ce que c'était Ole Miss ou Mississippi State? C'était face à Southern Miss. Je pense que c'était Mississippi State au final que j'avais vu. Mais je pense qu'Ole Miss aussi a joué contre Southern Miss, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Mais tout ça pour dire que euh, le college baseball, c'est encore une fois une science complètement inexacte, complètement aléatoire, puisque le baseball déjà est un sport très compliqué, c'est un sport d'échecs, hein, je le rappelle. Euh, on parle quand même de joueurs qui, pour les frappeurs, pour les meilleurs frappeurs, bon en college de baseball un peu mieux, mais pour les frappeurs en général, ils atteignent les 40 à 50%, c'est un truc de malade, c'est-à-dire réussir à contacter la balle une fois sur deux ou une fois sur trois, c'est vraiment un truc incroyable, donc entre 33% et 50%. Euh, on se retrouve plus souvent, notamment chez les pros, aux alentours de, entre, allez, peut-être, mettons 26-27% et 31-32% peut-être pour vraiment les meilleurs. Donc faut se rendre compte quand même de la difficulté déjà de la tâche. Euh, c'est aussi un sport qui est très demandant physiquement, les gens ne se rendent pas compte. Et il y a aussi une répétition des efforts, que ce soit dans le match même, mais également dans la fréquence des matchs, puisqu'il y a beaucoup de matchs au final. Pour un calendrier de saison régulière universitaire, c'est quand même une cinquantaine de matchs, juste sur la partie saison régulière. Et ensuite, bien sûr, à cela s'ajoutent les tournois de conférence, et pour les plus chanceux, le tournoi national. Donc il y a beaucoup, beaucoup de matchs à jouer pour des gens qui n'ont pas encore cet aspect professionnel, donc cette préparation également professionnelle, même si, encore une fois, les équipements, les gyms, etc., au niveau universitaire américain, c'est assez exceptionnel quand même. Mais voilà. Donc, Ole Miss déçoit pas mal. Euh, une équipe qui était peut-être aussi attendue à meilleure fête, on va dire. Je pense à TCU. Euh, TCU, attention, entendons-nous bien. Bon, ils viennent à peine de sortir du top 25 par rapport à un week-end un peu compliqué, mais ils sont aussi dans une grosse conférence, hein, la Big 12. Et ils ont quand même réussi des belles performances, notamment face à Oklahoma State récemment. En fait, c'est surtout qu'ils n'ont pas une grande force de calendrier. Ils ont quand même rencontré pas mal d'équipes de mid-majors sans pour autant complètement dominer. Et donc ça joue contre eux. On atteste notamment le fait que c'est assez paradoxal d'ailleurs, face aux équipes classées plutôt de la 51e à la 100e position au niveau RPI, ils sont en négatif, 9 victoires pour 10 défaites. Alors que au niveau top 25, bon ils en ont pas rencontré beaucoup, ils ont rencontré notamment Oklahoma State là récemment, ils sont à 3 victoires pour une défaite. Donc c'est assez paradoxal euh, pour ce qui se passe au côté de TCU. C'est une fac solide, il y a du talent, donc pour l'instant je me fais pas trop de soucis pour eux, au contraire d'un Ole Miss qui pour le coup est vraiment inquiétant, dans le sens où ils sont dans la plus grosse conférence du pays et pour l'instant euh, ça va mal et c'est pas comme s'ils peuvent se dire oh bah ça va, notre calendrier va être plus facile. C'est compliqué d'avoir un calendrier plus facile en SEC, même si forcément il y a aussi d'autres équipes en négatif qu'ils espèrent rencontrer. Là en ce moment Mississippi State, en espérant pour eux qu'ils arrivent à, à remporter la série. Mais voilà, pour TCU, j'ai beaucoup moins de problèmes, beaucoup moins d'a priori. C'est solide, il y a des belles saisons, il y a du prospect également là-bas. Euh, Il y a de quoi faire en fait côté TCU pour quand même être du bon côté, notamment pour pouvoir aller là où il faut en juin, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était un petit tour de 2-3 équipes qui m'ont déçu particulièrement. J'aurais pu citer Texas A&M, qui elle aussi est en... euh, c'est assez compliqué pour elle. Il y a des équipes qui n'étaient pas forcément dans le top 25, mais pour lesquelles j'espérais un peu plus. Je pense à des équipes comme Clemson, comme Rutgers également, qui avait fait une très très belle saison la saison dernière, et qui, pour moi, un peu à la manière de NC State, c'est peut-être fait un peu oublier de la part du comité, et qui, pour le moment, cette saison, malgré Ryan Lasco en fort prospect, se retrouvent en deçà de ce qu'on pouvait attendre d'eux, c'est-à-dire qu'on pouvait les espérer vraiment à la lutte avec Maryland pour le top spot de Big Ten, et pour l'instant c'est pas le cas. À voir ce qu'ils vont réussir à faire. D'ailleurs, on reviendra dans des prochains podcasts, notamment avec un focus peut-être sur la Big Ten, parce que la Big Ten c'est difficile ce qu'on voit. Pour moi, ils sont clairement en dessous de ce que je peux voir dans d'autres
conférences qui ont pour le coup mid-majors, par exemple je pense à la Sun Belt, je pense également à la Big 12, dont je vais parler là pour conclure ce premier podcast. Donc pour revenir notamment à la Big Ten, c'est très compliqué, on le sait, comme j'ai dit historiquement, c'est pas non plus une grosse conférence en termes de baseball pur. Michigan est quand même un historique et Michigan pour l'instant a un peu plus de mal. Michigan State avait fait un bon début de saison, mais encore une fois, ça paraît assez léger compte tenu de ce qu'on voit dans les autres conférences. Mais on y reviendra un peu plus tard. Et donc oui, je voulais finir ce podcast qui est assez décousu au final en vous parlant rapidement de deux équipes qui sont surprises pour moi. Je ne vais pas entrer dans le détail pour pas vous effrayer complètement, mais voilà. Kentucky qui est plutôt réputé au niveau du basket, bien entendu, qui a fait, je pense, une belle saison foot au final, football américain, et qui au niveau baseball, forte de ses vétérans, a réussi une très très bonne moitié de saison. C'est tout simplement la meilleure équipe en termes de RPI, encore une fois, de la nation. Ils se retrouvent en SEC quand même dans l'une des meilleures conférences du pays. On les attendait pas à Paris Fête, mais il faut savoir quand même qu'en baseball, le fait d'avoir des vétérans, ils ont même quelqu'un qui a 7 ans d'université, entre vous savez la crise Covid et donc les années d'éligibilité et puis les transferts, etc. Il a donc duré 7 ans. En fait, l'expérience est très très importante en college baseball, le fait de se connaître, d'avoir l'habitude de jouer ensemble, ça permet de gagner du temps, puisqu'au final le college baseball ne vous laisse pas beaucoup de chance, ne vous laisse pas beaucoup de temps. Donc Kentucky d'abord, et l'autre équipe c'est Boston College. Boston College que on connaissait quand même 2-3 joueurs à très fort potentiel, mais qui ont été pas mal blessés la saison dernière, et qui n'ont pas aidé donc leur équipe, et cette équipe a vraiment plongé en ACC. Cette année, on ne les attendait pas forcément, on espérait pour eux qu'ils puissent rebondir, mais on ne les attendait pas à Paris Fête. Mais jusque-là, voilà, le 18e RPI de la nation, c'est pas mal, notamment des belles victoires. Ils ont bien commencé leur calendrier de conférence, même si là, ça a été un peu plus délicat sur les dernières semaines. Donc c'est une équipe à surveiller, mais on reviendra avec plus de détails bientôt, vous l'avez compris. Podcast encore une fois assez décousu, vous l'aurez bien compris, parce que je parle un peu ce que je veux quand je veux, mais voilà, c'était juste un premier épisode pour essayer de récapituler un peu ce qu'on a vu par rapport au top 25 de pré-saison et un peu ce qu'on voit maintenant. La Big West, on a notamment un historique, j'avais fait une vidéo sur eux, Cal State Fullerton, qui fait une saison assez solide pour le coup. On a UCSB, donc Santa Barbara, qui est intéressante. On a toujours des équipes sur lesquelles il faut compter, comme UC Irvine, toutes les universités de Californie en général dans la Big West. Et donc vraiment, voilà, je trouve une conférence qui est assez solide, qui revient sur des bonnes bases cette saison, et qui pourrait pourquoi pas avoir un peu plus que un qualifié dans sa conférence via la sélection. Donc ça sera des choses à voir. Voilou. Encore une fois, épisode décousu, mais c'était vraiment pour prendre la température, voir un peu comment ça se passe. J'espère que malgré tout, vous aurez réussi, pour les plus amateurs ou profanes d'entre vous, à comprendre un peu la mécanique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, donc notamment sur le Homera sur YouTube. Vous tapez le Homera sur YouTube, très simple. Il y a des vidéos qui expliquent c'est quoi vraiment le college baseball. Vous pouvez aussi aller voir sur lehomera.com donc les articles, parce que j'avais fait des articles de pré-saison sur le baseball universitaire, et donc ça permet aussi d'avoir un certain récapitulatif sur les forces en présence, sur comment ça marche, etc. pour ne pas se retrouver complètement perdu. J'essaierai de faire d'autres podcasts en essayant d'avoir une trame un peu plus claire, précise, et un peu plus, on va dire, spécifique et fixe sur des endroits particuliers de ce college baseball, parce que sinon on peut s'y perdre assez facilement. Je rappelle, 300 universités, un peu plus que ça. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Moi-même, je ne suis pas les 300 universités, encore une fois. J'espère malgré tout que ça vous aura plu pour un premier épisode. N'hésitez pas à me faire des retours, que je sache si je suis en train de faire fuir tout le monde avec toutes ces paroles sur plein de facs, plein de termes assez spécifiques au college baseball. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!